Audiolité, le podcast littéraire du Goethe-Institut Paris. Audiolité, der Literaturpodcast des Goethe-Instituts Paris. Je crois qu'on peut commencer. Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue au Goethe-Institut. Je suis ravie de vous voir si nombreux pour la présentation d'un livre qui est vraiment très particulier. Donc, vous allez voir, vous n'allez pas regretter d'être là parce que Géraldine Schwartz va donc présenter en conversation avec Sabine Sifus-Arnaud un livre qui s'appelle Les Amnésiques en français. Die Gedächtnislosen en allemand. Et en fait, le livre a paru d'abord en France en 2017 chez Flammarion. Et peu de temps après, il y avait déjà une traduction allemande par Christian Ruzicka. J'espère que je prononce bien ce nom. Mais c'était déjà une version augmentée. Et donc maintenant, il y a quelques semaines, en mars 2019, Flammarion a décidé aussi de publier un livre de poche. De nouveau, Géraldine Schwartz a ajouté des informations. Donc chaque fois, j'ai l'impression, le livre devient plus épais et contient encore plus d'informations, continuellement, si vous voulez, mise à jour. Et comme j'ai déjà évoqué, je crois, on apprend énormément de choses par ce livre. En tout cas, moi, personnellement, j'ai trouvé ce livre vraiment saisissant. Il s'agit d'un livre qui combine l'histoire personnelle de la famille franco-allemande, on peut dire, de Géraldine Schwartz, avec la grande histoire de l'Europe au XXe siècle jusqu'à nos jours. Et de manière vraiment saisissante, elle suit le destin de plusieurs membres de sa propre famille pour établir justement un rapport entre les biographies de ces personnes et les événements politiques, des événements politiques marquants, très importants du XXe siècle et du XXIe siècle. Et le sujet central, c'est pourquoi elle a choisi ce titre, que c'est un travail de mémoire qui est essentiel pour nous tous, pour justement prendre conscience de la situation politique, aussi de la situation politique actuelle. Et c'est pourquoi nous sommes très heureux aussi de pouvoir présenter le livre juste avant les élections européennes. Je suis sûre que vous qui êtes là ce soir, vous allez tous participer aux élections européennes qui sont quand même très importantes. Et je ne vais plus parler de ce livre parce que justement l'auteur va raconter plus en conversation avec Sabine Sifus-Arnaud. J'aimerais également mentionner que nous avons préparé cette soirée en collaboration avec la Fondation Heinrich Böll. Merci beaucoup à Jens Althoff et son équipe. Jens Althoff, le directeur du bureau parisien de la Fondation Heinrich Böll, avec laquelle nous avons établi le cycle Le livre politique. Et donc, ce livre-là fait partie de ce cycle, le livre politique, que nous avons établi l'année dernière, je crois. Maintenant, j'aimerais juste vous donner encore quelques informations biographiques sur nos deux invités avant de passer la parole à d'abord Jens Althoff et ensuite nos deux invités. Je commence avec Géraldine Schwartz, j'ai déjà mentionné, elle est franco-allemande, c'est-à-dire elle a une mère française, un père allemand et elle est née à Strasbourg. Elle est aujourd'hui journaliste, auteure et documentariste à Berlin, donc elle vit notamment à Berlin. Elle a travaillé entre autres pour l'AfD, mais aujourd'hui elle collabore. Qu'est-ce que j'ai dit? Oh là là, quelle horreur! AFP, naturellement. J'ai vraiment dit D. Non, je pense que j'ai quand même dit AFP, Agence France Presse, voilà. Pas d'abréviation. Quelle horreur. Non, en fait, vous avez quand même fait des recherches sur l'AfD également, mais avec un but complètement différent, naturellement. Géraldine Schwartz travaille aussi pour Le Monde, Arte et Deutsche Welle. Donc, je ne sais pas si vous connaissez ce média international de la République fédérale d'Allemagne qui diffuse des émissions de télévision et aussi de radio dans le monde entier.
Actuellement, Géraldine Schwartz est en train, je crois, de préparer un documentaire sur la Nachwendezeit, un mot difficile à traduire en français, donc le temps après la chute du mur. Et j'aimerais juste mentionner encore que le livre Les Amnésiques a déjà été traduit, maintenant vous devez me corriger, en 8 langues. Est-ce que c'est correct? Ou est en train d'être traduit en 8 langues et il a déjà reçu le prix européen du livre 2018. Il vient de recevoir un prix en Italie. Je viens d'apprendre que la traduction italienne a également reçu un prix et je suis sûre que d'autres prix vont suivre. Sabine Sifus-Arnaud est également, on peut presque dire franco-allemande, née en Allemagne. Elle vit en France depuis de nombreuses années et travaille également comme journaliste, notamment sur des sujets allemands et européens. Et avant tout, elle dirige le service international du magazine Challenges. Et nous sommes très contentes qu'elle soit là parce qu'elle m'a dit « Ah, vous savez, la date juste avant les élections européennes, on ne sait jamais si je peux vraiment venir. » Mais là, elle est là et nous sommes donc très contentes que Géraldine Schwartz et Sabine Sifus-Arnaud sont toutes les deux venues au Goethe-Institut, 2 Européennes convaincues, 2 semaines à peu près avant ces élections. Vous aurez la possibilité, si vous voulez, d'acheter le livre à la fin de la soirée. Je crois qu'on a des exemplaires français et allemands, si je ne me trompe pas. Donc, ça dépend de la préférence. Et il y aura aussi un pot à la fin de la soirée. Vous êtes évidemment bienvenus de rester au pot. Et avec ceci, je passe la parole à Jens Althoff, comme j'ai déjà dit, le directeur du bureau parisien de la Fondation Heinrich Böll. Ensuite, on va finalement laisser la parole à Géraldine Schwartz et Sabine Sifus-Arnaud. Merci d'être venus au Goethe-Institut et je vous souhaite déjà une excellente soirée. Merci Barbara et bonsoir et bienvenue aussi au nom de la Fondation Heinrich Böll à cette soirée. Nous sommes, je dois dire, vraiment particulièrement heureux de pouvoir vous présenter ce livre en collaboration avec l'Institut Goethe dans le cadre de notre série commune le livre politique. Et merci beaucoup vraiment à Sabine Sifus-Arnaud pour l'animation et surtout à vous d'être venus pour cette exposition à Paris. Et je veux dire aussi vraiment un grand merci à Bastien Schulz et Christine Tiffert qui ont vraiment aussi organisé cette soirée et beaucoup d'autres de l'équipe aussi de l'Institut Goethe qui ont fait ça. Les Amnésiques n'est pas seulement un livre qui s'inscrit parfaitement dans l'idée de notre série Le Livre Politique, il traite également un sujet qui est très cher à notre fondation et sur lequel nous travaillons beaucoup ici en France, dans une perspective notamment franco-allemande, le travail de mémoire concernant une période dans l'histoire de l'Allemagne et qui a mené au crime contre l'humanité que fut l'Holocauste en Europe. Et je ne peux que souligner ce que vous avez dit dans une interview, Géraldine Schwartz, la mémoire reste la meilleure arme pour protéger la démocratie en forgeant une capacité de discernement et une conscience de la responsabilité individuelle. Il me semble que c'est vraiment un élément très fort de votre livre, montrer le refus de se confronter à ce qui s'est passé dans la période d'après-guerre à travers des histoires individuelles et personnelles, tout en les liant avec un contexte général qui est analysé avec une grande lucidité. Il me semble d'ailleurs qu'il faut beaucoup de courage pour se confronter ainsi à l'histoire de sa propre famille, des gens qui vous sont chers et qui comptent pour vous. Le sociologue allemand Harald Welz a publié une étude remarquable justement sur la façon dont, dans de nombreuses familles allemandes, les récits sur le rôle des grands-parents pendant la période nazie ont été transformés et racontés en famille et aux petits-enfants d'une façon plutôt positive, avec l'intention de pouvoir ainsi garder l'amour et le respect pour les grands-pères. Une étude qu'il a publiée sur les titres « Opa war kein Nazi » « Papy n'était pas un nazi ». Il y raconte l'histoire, par exemple, d'un grand-père qui a travaillé pour l'administration de la SS à Berlin et qui a donc pris part directement à l'exécution de l'Holocauste et dont les petits-enfants racontaient surtout de lui qu'il aurait utilisé ce poste pour sauver une famille allemande juive. Cette façon de gérer la mémoire de manière très sélective et en la transformant est
était assez répandu dans les familles en Allemagne. Le livre « Les amnésiques » fait le contraire. Il démasque le mythe dans des récits familiaux en prenant l'exemple de la propre famille de l'auteur. Ce livre explore et explique la façon et les raisons d'un tel traitement de la mémoire et il le met dans le contexte de son temps. Géraldine Schwartz peint aussi, et d'une façon exemplaire, l'atmosphère de l'après-guerre dans une ville presque entièrement détruite comme la ville de Mannheim. Et comment tout le monde y a essayé de reconstruire sa vie avec tout d'abord une Schlussstrich-Mentalität, ça c'est un mot très allemand d'ailleurs je trouve, une mentalité encline à tirer un trait sur le passé. Cette partie, je dois avouer, m'a particulièrement touché car je viens aussi de la région de Bade-Württemberg où est située la ville de Mannheim que je connais vraiment bien. L'écrivain Heinrich Böll, qui a donné les noms à notre fondation, était parmi les quelques écrivains intellectuels qui se sont engagés après la guerre dans des œuvres et essais littéraires contre cette tentation de laisser sous le tapis tout ce qui s'est passé en Allemagne. Il a été attaqué fortement sur la scène publique parce qu'il ne voulait pas prendre part à ces jeux de l'oubli et du refoulement notamment. En montrant dans ce livre comment les Mitläufer, des gens qui marchaient avec le courant, ont rendu possible avec leur comportement l'installation et le renforcement du régime nazi au pouvoir, le déclenchement d'une guerre mondiale et le crime contre l'humanité que fut la Shoah, ce livre ne laisse aucun doute sur leur responsabilité pour ce qui s'est passé. Ça, je dois dire vraiment, c'est une contribution importante pour le débat en Allemagne, où longtemps et jusqu'à nos jours, un mythe était très répandu. L'idée que les Allemands étaient tout d'abord des victimes d'une bande de monstres manipulateurs qui ont pris le pouvoir et qui ont mené l'Allemagne et l'Europe dans la catastrophe. Ce livre montre aussi clairement la responsabilité des collaborateurs de toutes sortes de ce régime, aussi dans des pays comme la France. À 2 semaines des élections européennes, Barbara a déjà mentionné, et face à une montée de l'extrême droite qui est déjà au pouvoir dans des pays comme l'Autriche et l'Italie, il faut le dire clairement, ce livre est une contribution très importante pour un travail de mémoire actif et novateur qui montre à quel point chacun a une responsabilité, y compris par son inaction, pour les changements politiques dans la société autour de lui. Nous vivons dans un présent qui contient tout ce qui s'est passé, tout ce qui est passé, a souligné Heinrich Böll. Il est non seulement important de ne jamais oublier ce qui s'est passé, de ne pas transformer ce passé et le défigurer peu à peu, mais il est aussi nécessaire de travailler activement sur la mémoire pour en tirer les leçons d'un plus jamais pour aujourd'hui. Dans ce sens, je suis donc très curieux de vous entendre lors de cette présentation et de la discussion autour du livre « Les amnésiques » de ce soir. La scène est à vous. Merci Jens. J'avais oublié encore une toute petite question. Combien de personnes dans le public ne comprennent pas du tout l'allemand? Quand même. Bon, alors dans ce cas-là, on va lire des extraits en français. On avait pensé que peut-être on pourrait aussi avoir un petit extrait en allemand. Je regarde encore une fois. Les gens acceptent. Donc, on est au Goethe-Institut. On aura un tout petit fragment peut-être en allemand. Sinon, les auteurs décident spontanément. Voilà. Et finalement, tout de nous deux. Bonsoir, donc je suis vraiment heureuse de vous présenter Géraldine Schwartz si vous ne la connaissez pas déjà. Alors tout a été dit sur elle ou presque, sinon que vous habitez Berlin. Et moi, ce qui me frappe beaucoup, c'est que vous êtes une vraie franco-allemande. Depuis la sortie du livre, Géraldine a accordé des dizaines d'interviews des deux côtés du Rhin. Et quand on l'entend parler, on ne sait pas laquelle des deux langues elle parle vraiment le mieux. Enfin, je crois qu'elle les parle aussi bien toutes les deux, sans accent, sans faute, sans rien. Et ça, c'est vraiment rare. Donc c'est une vraie bilingue. Vous êtes l'auteur des Amnésiques qui été couverts de prix. Donc je passe mes pages que j'avais prévu j'avais prévu d'évoquer ces prix, mais c'est ce qui a déjà été très bien fait. Donc je vais venir à la thèse de votre livre qui a déjà été abordée. Donc les Amnésiques traitent de ces millions d'Allemands ordinaires, donc vous avez évoqué, dont vos grands-parents, qui ont suivi aveuglément Hitler et qui, après la guerre, ont été soumis à une dénazification systématique et à un travail de mémoire en profondeur.
Alors, votre essai est écrit d'une très belle plume, et ça, je veux le souligner, parce que ce soit en français ou en allemand, parfois, on a des essais qui sont un peu comme des plum pudding. Là, c'est pas du tout le cas. Ça se lit extrêmement bien. Et son originalité est le fait qu'il repose sur une double enquête, donc de son histoire familiale et de son histoire, de la grande histoire, et qui s'étale sur 3 générations. Et l'essai commence au moment où vos grands-parents, Lydia et Karl, se rencontrent dans les années 20, qui sont des années de bonheur. Géraldine parle de Goldene Zwanziger, donc les années dorées, les années 20 dorées, où vos grands-parents vivent leurs années de vrai bonheur. Et donc cette enquête se termine aujourd'hui avec vous. Et d'ailleurs, c'est très intéressant, dans la version allemande du livre, il y a un sous-titre qui est Erinnerungen einer Europäerin, donc souvenir d'une Européenne. Donc vous allez nous expliquer un petit peu pourquoi vous avez mené cette longue enquête qui court sur près de 100 ans. Et je vous invite pour commencer à lire les premières lignes du livre qui d'emblée plonge le lecteur dans ce que va être les amnésiques. Bonsoir tout le monde. Merci d'être venus si nombreux. Merci au Goethe-Institut, à la Böll Stiftung et à Sabine pour votre engagement. C'est grâce à ces engagements aussi que ce livre existe. Alors je vais commencer par le Vorwort. Voilà, un mot allemand, ça commence. Introduction. Voilà, l'introduction ou prélude, on dira. Parce que ça donne aussi une idée de la démarche du livre. Ne pas me perdre dans le labyrinthe de la mémoire, dans ses oublis et ses mensonges, ses replis et ses trop-pleins. Vaincre les violeurs de la mémoire, les fausseurs de l'histoire, les bricoleurs de fausses identités et de fausses haines, les cultivateurs de fantasmes narcissiques. Trouver mon chemin à travers les multiples traces du passé, saisir le fil de la mémoire, une famille allemande ordinaire, une famille française ordinaire, un Mitläufer des nazis, un gendarme sous Vichy, et tirer ce fil, avec ses failles et ses lacunes, jusqu'à la génération de mes parents, jusqu'à moi, l'enfant de l'Europe, l'enfant qui n'a jamais connu la guerre. Le croiser avec un autre fil, celui de l'histoire, la grande, répéter, la tête froide, les faits historiques que certains veulent faire oublier. Le suicide de la civilisation européenne et la suite. Ce dépassement miraculeux de l'homme sur ses démons, de la paix sur la guerre, de la démocratie sur la dictature. Tisser les 2 fils ensemble, donner de l'épaisseur au récit familial en le soumettant au jugement de l'histoire, à la sagesse des historiens, ces détecteurs de mensonges et de mythes. Offrir en retour une âme à la science, la chair et le sang d'une mémoire familiale, l'imprécision de la condition humaine. Je veux comprendre ce qui était pour savoir ce qui est. Rendre à l'Europe ses racines, que les amnésiques tentent de lui arracher. Le premier chapitre s'intitule « Être ou ne pas être nazi ». Je n'étais pas spécialement prédestinée à m'intéresser aux nazis. Les parents de mon père n'avaient été ni du côté des victimes, ni du côté des bourreaux. Ils ne s'étaient pas distingués par des actes de bravoure, mais n'avaient pas non plus péché par excès de zèle. Ils étaient simplement des Mitläufer, des personnes qui marchent avec le courant. Simplement au sens où leur attitude avait été celle de la majorité du peuple allemand. Une accumulation de petits aveuglements et de petites lâchetés qui, mis bout à bout, avaient créé les conditions nécessaires au déroulement des pires crimes d'État organisés que l'humanité ait connus. Après la défaite, et pendant de longues années, le recul manqua à mes grands-parents, comme à la plupart des Allemands, pour réaliser que sans la participation des Mitläufer, même infime à l'échelle individuelle, Hitler n'aurait pas été en mesure de commettre des crimes d'une telle ampleur. Donc vous voyez, on est tout de suite lancé, on a envie de lire la suite dès les premières pages. Donc vous nous racontez
vous commencez cette enquête et elle commence à la faveur d'une découverte étonnante. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Qu'est-ce qui vous a lancé dans cette aventure ? Alors, ce qui m'a lancé, en fait, je vais un peu vous décevoir, c'est pas l'histoire familiale, c'est l'actualité. C'est la défiance croissante à l'égard des démocraties et le succès, le pendant de cette défiance qui est le succès des populismes. Une certaine tendance au révisionnisme historique. Des partis politiques qui entretiennent un rapport assez ambigu avec le passé. Je pense à l'Italie en ce moment, avec le passé fasciste. Je crois que c'est l'exemple le plus évident qu'on a aujourd'hui. Mais aussi l'AfD en Allemagne, avec le national-socialisme, et le FPE en Autriche, qui ne cache plus l'ambiguïté qu'il entretient avec le passé nazi de l'Autriche. Donc la question que je me suis posée, c'est est-ce que nous sommes en train d'oublier ? Et je pense que c'est parce que j'ai une éducation franco-allemande, mais quand même assez allemande finalement. J'étais dans un lycée international dans la section allemande. Donc j'ai suivi les cours de littérature et d'histoire allemande. Et donc j'ai été, je pense, imprégnée par cette conscience que le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, les acquis, alors il n'est pas parfait bien sûr, hein, mais il y a quand même des acquis que l'univers entier, enfin au moins la planète au moins, nous envie. La paix, la liberté, la démocratie, des noms qui semblent, enfin, qui je pense, ça semble peut-être banal pour certains, peut-être pour les jeunes générations, mais qui sont les fruits d'un long combat. Et donc j'ai eu envie, en fait, d'apporter une contribution au travail de mémoire. De réfléchir à pourquoi ce travail de mémoire aujourd'hui ne fonctionnait pas comme il avait peut-être fonctionné par le passé dans des pays comme l'Allemagne, et pourquoi dans d'autres pays, peut-être, il n'avait jamais vraiment fonctionné. Quelles avaient été les failles ? Et la meilleure manière, je pense, d'aborder le passé, c'est déjà de faire le ménage devant sa porte, donc de s'occuper de sa propre famille. Et donc, j'ai réalisé que moi-même, en fait, je connaissais pas si bien mon histoire familiale. Je savais que mon grand-père, qui s'appelle Karl Schwarz, avait été membre du parti nazi, mais bon, comme 8 millions d'Allemands, sans compter tous les autres qui étaient membres d'organisations nazies sans être membres du parti nazi, mais bon, ça revient un petit peu au même. Mais je ne savais pas tout. Et un jour, je suis allée chercher dans la cave de l'immeuble familial à Mannheim, qui est encore en possession de mon père, et j'ai découvert dans des classeurs, dans des vieux classeurs poussiéreux, un contrat qui datait de 1938. Alors, cette année 1938, justement. Une année. Alors, je vais déjà peut-être dire ce que je découvre. Ou on les fait patienter jusqu'à la fin. Donc, je découvre un contrat qui date de 1938, qui stipule que mon grand-père, Karl Schwarz, a acheté une petite entreprise de produits pétroliers à une famille juive, les Lehmann, donc en 1938. Et 1938, évidemment, la date est importante parce que c'est l'année de descente aux enfers pour les Juifs d'Allemagne. En réalité, ce que je ne savais pas, et j'ai découvert ça en enquêtant pour le livre, c'est que pendant assez longtemps, les Juifs d'Allemagne ont cru pouvoir sauvegarder une existence économique dans le Reich, parce qu'il n'y avait pas de loi pour exclure les Juifs de l'économie allemande. Ça a été assez progressif finalement. Il y avait des initiatives au niveau local, dont à Mannheim, il y avait des boycotts, mais c'était toujours des initiatives locales. Mais au niveau national, il y a eu pendant très longtemps, il n'y a pas eu de loi officielle pour destinée en fait à exclure les Juifs du monde économique. Et donc les Juifs pendant très longtemps ont cru qu'ils pouvaient survivre économiquement dans cette Allemagne-là. Mais à partir de la fin des années 30, les premières lois vont arriver, les mesures au niveau national. Et en 1938, il va y avoir une accélération des mesures pour exclure les Juifs de l'économie allemande. Et donc c'est dans ce contexte-là, où les Juifs ont donc le couteau sous la gorge,
qu'ils n'ont plus d'autre choix que de vendre leur entreprise, que mon grand-père va acheter cette entreprise. Donc on appelle ça l'arianisation, hein, dans le cadre de l'arianisation. Donc bien sûr, à un prix bien en deçà de la valeur de l'entreprise. Est-ce que, avant qu'on reparle de cet épisode-là, vous avez l'impression de lever un secret de famille, ou c'est une découverte qui arrive naturellement dans votre enquête? En fait, c'est étrange parce que je crois que je savais que l'entreprise de mon grand-père avait appartenu à des Juifs. Mais j'y avais jamais réfléchi. Je ne sais pas comment vous dire. Je crois que j'ai peut-être su ça à l'âge de 10, 11 ans. À 10, 11 ans, je ne savais pas à quelle époque il l'avait acheté. De toutes les manières, même si je l'avais su, je n'aurais pas su à quoi ça correspond, 1938. Donc j'ai pensé qu'elle avait un jour appartenu à une famille juive. Donc ça a été une semi-découverte. Mais ce qui m'a étonnée, c'est que c'est vrai qu'on n'en parlait pas dans ma famille. Je pense que mon père a jamais voulu en fait me cacher cette réalité-là, puisqu'il a dû me le dire quand j'avais 10, 11 ans, mais j'ai pas prêté attention. Mais c'est vrai qu'on n'en a pas parlé. Donc je ne sais pas si c'était intentionnellement ou si c'est par négligence. Souvent, on ne parle pas en fait du passé dans les familles. Donc on va revenir à ces fameux Mitläufer, donc les gens qui ont marché avec leur époque. Vous vous intéressez à eux et pas aux monstres du nazisme, les Mengele, les Heuss, les Speer. C'est vraiment une volonté de votre part, donc de raconter les gens normaux de la société, enfin des gens qui ont des existences banales au départ. Et donc, c'est donc à travers l'exemple de vos deux grands-parents, Lydia et Karl, dont chacun ne réagit pas de la même façon au nazisme. Il y en a une qui est plus enthousiaste, l'autre qui est plus pragmatique. Donc, racontez-nous un peu leur quotidien dans ces années-là cruciales, avant de lire l'extrait que vous souhaitez nous lire en relation avec cette période. J'ai essayé de comprendre en fait effectivement quel était l'attachement de mon grand-père au national-socialisme. Alors je l'ai jamais connu. Vous avez évoqué le courage, mon courage. En fait, je suis pas du tout courageuse parce que mon grand-père est mort avant ma naissance et ma grand-mère est morte quand j'avais 6 ans. Donc ça fait longtemps. Donc j'ai pas eu à les confronter aujourd'hui face à ce livre. La seule personne que j'ai eu à confronter, c'est ma tante, la sœur de mon père, qui est née en 1936. Mon père est né en 1943. Et j'ai interviewé ma tante et mon père pour connaître mes grands-parents, en fait. Au-delà de ce que j'ai pu trouver dans la cave à Mannheim et au-delà de mes souvenirs de ma grand-mère. Et tous deux avaient une vision extrêmement différente de la responsabilité de leurs parents. Et ça, c'est vraiment intéressant aussi dans les familles, de voir cet écart. Et pendant longtemps, je me suis posé la question de savoir pourquoi. Donc mon père, lui, est plutôt sévère, surtout avec son propre père. Il le traite, donc pour lui, c'est évident que son père est un Mitläufer, donc vraiment quelqu'un qui a marché avec le courant et qui s'est rendu complice, en fait, du régime criminel. Et pour ma tante, en fait, elle tend à défendre son père. Voilà, ça c'est la loyauté familiale, l'amour filial pour le père. Et j'ai longtemps réfléchi pour comprendre d'où ça venait. Et c'est assez tardivement, et c'est une des raisons d'ailleurs, vous voyez, dans la première version, j'évoque pas du tout cette réflexion. Dans la deuxième, oui. Parce que c'est plus tard que j'ai pensé que c'était vraiment lié à leur écart d'âge et qu'en fait entre 1936 et 1943, qu'est-ce qu'il y a eu ? Il y a eu la guerre. Donc l'une a vécu la guerre et l'autre quasiment pas. Elle a aussi vécu l'après-guerre de manière consciente. L'après-guerre en Allemagne, j'y consacre aussi un chapitre. Parce que les Allemands sont aussi des victimes, quand même, malgré tout. On peut être les deux. C'est ça qui rend cette histoire si complexe et si intéressante. C'est qu'on peut être victime et bourreau. Et donc, elle a vécu vraiment cette Allemagne en ruine après 1945. Et elle va se souvenir de ça et d'avoir vu ses parents souffrir.
Et ma grand-mère, et donc mon grand-père, à travers les yeux donc de ma tante et de mon père, c'est quelqu'un qui n'était pas vraiment un adepte du national-socialisme. C'était, je pense, ce qu'on appelle un opportuniste. Donc en 1935, il s'est dit, bon, il vaut mieux prendre la carte du parti que de ne pas la prendre, pour faire carrière, notamment dans sa propre entreprise. Et puis ensuite, en 1938, eh bien, il a profité de la situation en achetant une entreprise à bas prix, donc en pensant faire des affaires sur le dos de la détresse des Juifs. Mais lui-même était quelqu'un qui était très épris de sa liberté. C'était un individualiste, un libre penseur. Et donc, il n'était pas du tout attiré par cette espèce de religion sadomasochiste qui était le national-socialisme, hein, parce que c'était quand même ça. Et il a aussi d'ailleurs échappé à la guerre. Il n'a pas été envoyé au front. Et ma grand-mère, elle, c'est quelqu'un qui a été, je pense, attaché au Führer, d'ailleurs jusqu'à sa mort, mais moins à l'idéologie qu'à la personne du Führer. Et là encore, c'est représentatif d'une grande partie de la société allemande, cette espèce de loyauté aveugle au Führer. Donc, vous vouliez nous lire un extrait sur cette période-là, sur les Mitläufer et le Kraft durch Freude? Sur ma grand-mère. Voilà, pour montrer en fait à quel point parfois les motifs d'une adhésion politique peuvent être simples. Oma n'était pas une grande sportive. Plus jeune, elle accompagnait son épouse skier dans la forêt noire. J'ai retrouvé des photos d'eux. Elle a l'air étonnamment à l'aise sur ses skis en bois. Ils sont seuls, au milieu d'une vaste étendue immaculée. L'amour lui avait donné des ailes, puis elle prit de l'embonpoint, et Karl lui demanda moins souvent de l'accompagner pour ses escapades en montagne ou près d'un lac. Peut-être était-elle lasse de ses extravagances et aspirait-elle à d'autres distractions. Pour les moins sportifs, l'organisation Kraft durch Freude, alors je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est, ou je dois l'expliquer peut-être. Kraft durch Freude, c'est une organisation nazie en fait qui s'occupait en fait d'aménager du temps libre pour les Allemands pour qu'ils puissent après le travail se distraire. Donc il y avait du sport, il y avait des cours de danse, il y avait même des concours des plus beaux villages fleuris, des croisières aussi. Et des croisières, parce qu'on s'occupait aussi des vacances. Donc on s'occupait, en fait, l'idée c'était que le parti infiltre absolument tous les espaces de la vie privée, donc y compris les loisirs et les vacances. Et donc pour les vacances, il y avait plusieurs possibilités, et il y avait aussi la volupté d'une croisière. C'est ainsi que ma grand-mère Lydia, qui n'avait jamais voyagé de sa vie, embarqua avec 1500 autres pour 5 jours sur un grand navire blanc, flambant neuf, doté de jolies cabines modernes, disposant de l'eau courante. La destination était les somptueux fjords de Norvège, ces contrées nordiques dont Hitler admirait la pureté raciale. Ce paquebot, inauguré en 1937, avait été baptisé du nom de l'ancien chef du NSDAP en Suisse, un antisémite fanatique, assassiné à Davos par un étudiant juif, Wilhelm Gustloff. Un nom qui reviendra dans le livre de Günter Grass, Im Krebsgang, en marche de crabe, qui a coulé plus tard, en 1945, dans la mer Baltique. À bord, il y avait plusieurs restaurants, un coiffeur, des magasins, une piscine couverte, un gymnase, un théâtre. Ma mère me parlait souvent de cette traversée, me dit ma tante. Elle s'était amusée comme rarement. Elle dansait, buvait. Elle disait qu'il y avait une ambiance fantastique à bord. Le Reich disposait de 6 bateaux de croisière et proposait des destinations de rêve, comme Madère, un archipel du Portugal où la haute société britannique, qui avait coutume d'y passer ses hivers, dut faire de gros yeux lorsqu'elle vit débarquer une horde d'Allemands d'un milieu social très inférieur. Plus de 700 000 Allemands bénéficièrent de ce luxe inouï pour la classe moyenne européenne à l'époque. Néanmoins, pour 99% des ouvriers, même subventionnés, le prix des croisières demeurait prohibitif. Ce mélange audacieux de glamour et de socialisme
eut des répercussions très positives sur la popularité du régime, surtout chez les femmes, qui faisaient part de leur émerveillement à leur entourage encore longtemps après leur voyage, comme le releva avec satisfaction un observateur du parti nazi. Vous voyez, quand je vous dis que c'est passionnant et vivant et bien écrit, je voudrais revenir à la cave de votre grand-père, si vous voulez bien. Est-ce que vous avez retrouvé aussi une lettre d'après-guerre, donc d'un survivant de cette fameuse famille Lubman, donc un dénommé Julius Lubman qui était parti à Chicago et qui était le seul survivant de cette famille qui a été décimée à Auschwitz. Et vous, donc, j'aimerais que vous nous expliquiez un petit peu cette découverte, ce que vous avez lu, et que vous nous lisiez une lettre que votre grand-père a adressée à ce monsieur qui lui demandait réparation. Quand j'ai découvert le contrat, en fait, la première question que je me suis posée, c'est qu'est-il advenu de cette famille, la famille Lubman, donc cette famille à qui appartenait cette entreprise, cette petite entreprise de produits pétroliers. Et ça aussi, ça a fait l'objet d'une enquête. Ça a été très très difficile de retrouver leurs traces, et pour la bonne raison que, en fait, la plupart des Lubman sont morts à Auschwitz. Et c'est vraiment, je pense, une chance inouïe d'avoir trouvé une cousine éloignée de cette famille qui avait survécu grâce au Kindertransport, donc les transports d'enfants organisés en 1939 par la Grande-Bretagne et qui ont permis de sauver 10 000 juifs d'Allemagne et d'Europe centrale. Donc un petit geste de la Grande-Bretagne. Bon, cela dit, les parents n'étaient pas invités. Et donc je suis allée en Grande-Bretagne rencontrer Lotte Kramer. Et Lotte Kramer m'a dit en fait tout ce qu'elle savait de la famille Lubman et de leur destin. Donc la famille Lubman, une fois après avoir vendu cette entreprise, elle a vendu cette entreprise évidemment pour financer son exil. Elle souhaitait se rendre à Chicago. Et malheureusement, il était très difficile à l'époque de se rendre à Chicago, aux États-Unis de manière générale, car les États-Unis avaient non pas fermé leurs portes, mais avaient refusé d'élever leur quota d'accueil des Juifs d'Europe. Donc le quota des Allemands et des Autrichiens, donc c'est surtout des Juifs qui quittaient ces pays-là à ce moment-là, était de 27 000 par an. Considérant qu'en 1938-39, il y avait encore à peu près 500 000 Juifs en Allemagne et en Autriche, vous voyez quelle bataille c'était pour obtenir un visa pour les États-Unis. Donc évidemment, les Lubman n'ont jamais eu de visa. Et donc, comme beaucoup de Juifs, ils se sont retrouvés pris au piège. Parce que c'est pas seulement les États-Unis, c'est l'ensemble de la communauté internationale qui a fermé ses portes. Bon, c'est un épisode qui est important aujourd'hui parce que ça nous rappelle, ça fait écho à ce qui se passe aujourd'hui, même si évidemment le contexte était différent. Et donc la porte s'est fermée. Et en octobre 1940, eh bien, ils vont être déportés. Et en fait, les déportations qui ont eu lieu à Mannheim et dans la région de Mannheim, donc le sud-ouest de l'Allemagne, ce sont les premières grandes déportations de masse qui ont eu lieu en Allemagne. Donc ça aussi c'est intéressant parce que moi aussi j'étais étonnée de la date, octobre 1940, c'est effectivement assez tôt. Et en fait ça a eu valeur de test aussi quelque part. On voulait voir comment la population allait réagir. Voilà. Et donc là les premiers Mitläufer se sont déclarés puisque ça s'est passé, voilà, ça s'est passé en fait dans le calme. Et cette famille Lubman, malheureusement, eh bien, va être déportée en France. Donc, Vichy, en 1942, va les faire déporter à Auschwitz. Hein, voilà, je résume. Et ce que je ne savais pas, c'est qu'il y avait quand même un survivant. Et ça, je l'ai découvert donc, en continuant de fouiller dans la cave de Mannheim, la fameuse cave. J'ai découvert des lettres. Donc, mon grand-père gardait vraiment tout. C'est marrant, hein, à cette époque, on gardait vraiment tout. Donc, il gardait les copies de ses propres lettres. Et j'ai découvert donc un échange entre mon grand-père et un certain Julius Lubman, donc le seul survivant de la famille Lubman, qui avait réussi à s'exiler à Chicago et qui, après la guerre,
va demander des réparations à mon grand-père. Et mon père va donc, il va y avoir cet échange entre mon grand-père, Julius Lehmann et son Vous avez dit avocat. mon père, donc votre grand-père. Oui, c'est mon grand-père. Et donc cette fameuse lettre où votre Voilà. grand-père Donc répond à la demande. Ah oui, ça y est, je l'ai. Donc Opa prit l'initiative d'écrire directement à Julius Lehmann. Nous nous sommes sincèrement réjouis d'apprendre, ma femme et moi, que vous au moins êtes sortis vivants du calvaire que vous avez traversé, et regrettons profondément le destin de votre frère et de votre beau-frère. Julius Lehmann a perdu ses frères, sa femme et son fils. Les familles aussi ont-elles péri, bien que nous, comme la plupart des Allemands, n'ayons pas voulu le destin cruel de vos coreligionnaires, nous devons désormais tous en souffrir. Notre litige auquel je ne m'attendais pas en est un exemple, vu que je ne vous ai certainement jamais placé dans une situation difficile, et que tous nos accords se sont déroulés de la manière la plus amicale qui soit. Notre situation économique est sombre. Je crois que vous vous faites de fausses idées sur nos affaires. Il achève sa lettre ainsi. « Comment va votre famille ? J'espère qu'elle va bien. Ma femme a déjà été opérée 2 fois cette année d'un ulcère intestinal et doit se faire à nouveau opérer en septembre. Il y a toujours quelque chose. » Oui, c'est une lettre très forte. Peut-être avant de continuer à faire défiler les décennies un peu vite, mais on est pris par le temps, je voulais savoir que ressent-on quand on lit une lettre comme ça, écrite par un grand-père que vous n'avez pas connu, mais qui est quand même votre grand-père, votre opa, comme vous l'appelez, donc avec ce mot affectueux. Est-ce que vous avez essayé de vous mettre à sa place? Est-ce que vous l'avez jugé? Est-ce que vous avez pris la distance du journaliste? Je pense que j'ai pris la distance du juge plutôt que du journaliste. J'ai été un petit peu choquée, j'ai pas été ébranlée parce que justement je l'ai pas connu, mais évidemment j'ai été assez choquée du ton. Je connaissais pas du tout. En fait, je m'étais jamais vraiment intéressée à l'Allemagne des années 50, donc je savais pas quel était l'état d'esprit de la société allemande dans les années 50. Et vous en parlez très bien dans votre livre. Et donc, ce que j'ai voulu évidemment comprendre, c'est est-ce que cette lettre reflète l'état d'esprit des Allemands dans les années 50 ou est-ce que c'est un hurluberlu qui est dans le déni, tout seul dans son coin et voilà, donc j'ai voulu quand même être juste avec lui parce que de toute façon, pour être juste, il faut quand même comprendre le contexte. Même si ça ne l'excuse pas, il faut comprendre le contexte. Et effectivement, j'ai constaté que l'Allemagne, la société allemande dans les années 30 était vraiment marquée par un déni absolu, donc déni de responsabilité. Hannah Arendt a fait un voyage en 1949-1950, je crois que ça s'appelle d'ailleurs Voyage en Allemagne, où elle décrit ça. Elle décrit l'absence totale d'empathie des Allemands pour les victimes. Et pire encore, et ça c'est quand même fort, les Allemands se présentent comme des victimes. Donc ils sont victimes en fait. Donc c'est même pas qu'ils nient leur responsabilité, c'est qu'ils réussissent en fait à se mettre dans le rôle de la victime. Et mon grand-père, après cette lettre, il va y en avoir d'autres. Et voyant que Julius Lehmann ne cède pas, donc mon grand-père va proposer des sommes, mais il ne propose pas la somme que Julius Lehmann réclame. Et voyant que Julius Lehmann ne cède pas, le ton va être de plus en plus hostile. Et à un moment donné, mon grand-père va même inverser les rôles. Et donc, il va devenir la victime et Julius le bourreau. Ça affleurait déjà dans sa lettre où il expliquait que sa femme avait des ulcères, donc on se disait psychosomatique, etc. Enfin, oui, mais après, dans ses lettres aux avocats, il dit qu'en fait, il s'est fait avoir, que cette entreprise, c'était catastrophique. De toute façon, il a déjà trop payé. Enfin, et qu'il s'est fait avoir par un brigand, par un escroc juif. Voilà, donc c'est tout à fait dans l'esprit du temps. Et donc, c'est la question que je me suis posée, et en fait, c'est le fil rouge du livre, c'est comment cette société-là, comment cette Allemagne-là a fait
pour devenir la société que je connais et que nous connaissons tous aujourd'hui, qui est une société qui jusqu'à présent en tout cas est quand même extrêmement marquée par une conscience historique et une conscience morale de ses responsabilités historiques. Et on en arrive justement aux années 60, où vous nous expliquez donc ce travail de mémoire qui a été effectué de façon profonde, sérieuse, exhaustive. Vous dites avec le plus d'énergie de toute l'Europe, en citant d'autres pays. Et ce qui est intéressant, c'est que vous précisez bien que ça a été fait en RFA et pas en RDA, et qu'aujourd'hui, ça a encore des conséquences assez délétères. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce contexte et ses conséquences ? Alors, donc on va vraiment résumer parce que bon, c'est le cœur du livre, mais je vous laisse découvrir aussi un petit peu quelques chapitres. Mais en fait, à travers mon père, en fait, à travers mon père, je vais suivre ce réveil de l'amnésie allemande. Et en fait, à la fin des années 50, c'est pas du tout évident. Parce que l'Allemagne, finalement, est démocratique. C'est une démocratie de façade. Donc, il y a des institutions démocratiques, ce qui satisfait les États-Unis, les alliés, qui ont fait pression sur l'Allemagne pour qu'elle se démocratise. Mais en fait, la société, la mentalité, c'est ça le plus compliqué. C'est comment changer une mentalité. Et c'est grâce à quelques héros, comme le procureur Fritz Bauer, que je cite dans mon livre, parce qu'il est malheureusement encore, je trouve, assez peu célébré, alors que c'est vraiment une figure centrale. Oui, mais c'est seulement récemment, c'est quand même... Et lui, c'est lui en fait qui a préparé, qui a lancé les procès à Auschwitz dans les années 60. C'est lui qui a permis aussi la capture de Eichmann en Argentine. Et donc qui a permis finalement quelque part, qui a très vite compris que la société allait jamais se démocratiser si on n'affrontait pas vraiment ce passé-là de manière très honnête, c'est-à-dire en reconnaissant que la majorité de la société avait finalement participé, ne serait-ce que par son apathie, mais en général ça allait quand même un peu plus loin que l'apathie. Et c'est ça qui fait la particularité du travail de mémoire en Allemagne. Donc le deuxième acteur, l'acteur principal ensuite dans les années 60, c'est la génération d'après-guerre que représente mon père dans le livre et qui va effectivement à la fin des années 60, qui va poser la question à ses parents: qu'avez-vous fait pendant la guerre? Donc on se pose plus la question de savoir est-ce que les crimes nazis ont été perpétrés seulement par des monstres, est-ce que c'était l'Holocauste était le fait d'un complot de criminels nazis autour de Hitler, mais on va se poser la question de savoir comment chacun en fait a contribué à consolider ce régime criminel. Donc ça va être assez progressif. Mais c'est ça qui fait la particularité de ce travail-là en Allemagne. Alors c'est bien sûr dû au fait que c'est une société traumatisée, du fait de l'atrocité des crimes nazis, mais ce travail a permis en fait de construire la démocratie allemande. La démocratie allemande est indissociable de ce travail de mémoire, de ce sens des responsabilités individuelles dans la démocratie. Donc quelque part, finalement, l'Allemagne de l'Ouest, pour moi, a réussi à faire de quelque chose de négatif, d'un héritage négatif, de le transformer en quelque chose d'assez positif. Et aucun autre pays a fait ce travail dans ce sens-là, c'est-à-dire ce travail d'utiliser le travail de mémoire pour véritablement transmettre ce sens des responsabilités aux citoyens. Et à l'Est, on peut en parler maintenant, si tu veux, Sabine, mais c'est vrai que, évidemment, pendant ce temps, en RDA, qui est donc une dictature à l'époque, ce travail-là ne va pas être fait. Alors, il va y avoir un travail de mémoire parce que la RDA est un pays qui a été fondé sur le mythe antifasciste. Donc, l'idée de la RDA, c'est que le pays a été fondé par les communistes qui étaient en résistance contre le national-socialisme.
Donc c'est la meilleure Allemagne. En fait, c'est l'Allemagne des non-nazis, de ceux qui ont résisté et de ceux qui ont combattu le national-socialisme. Et il est vrai que les pères fondateurs de la RDA sont en grande partie d'anciens résistants. Le problème, c'est que la population, elle est allemande comme les autres, hein, et elle était Mitläufer comme les autres. Donc, on leur a imposé une fausse mémoire. On leur a imposé une mémoire qui les a fait s'identifier avec des héros et des victimes, mais pas avec les persécuteurs. Donc, on n'a pas fait le travail qui a été fourni à l'Ouest. Et à cela s'ajoute que l'Union soviétique aussi a imposé sa mémoire. Et ça concerne l'ensemble de l'Europe de l'Est, et ça permet de mieux comprendre d'ailleurs l'Europe de l'Est aujourd'hui. L'Union soviétique a imposé qu'on rende hommage aux soldats soviétiques et à l'armée rouge. Donc en Europe de l'Est, où il y avait quand même 5 pays, en plus de la RDA qui était le Reich, 5 pays qui étaient alliés de l'Allemagne nazie, et bien ces pays alliés de l'Allemagne nazie, donc qui ont combattu l'armée rouge, ont dû rendre hommage régulièrement à leur ennemi, donc à l'armée rouge, et s'identifier finalement aux combattants soviétiques et communistes. Donc le travail de mémoire n'a pas du tout été fait dans l'ensemble de l'Europe de l'Est. Il n'y a eu aucune réflexion sur le rôle de ces pays pendant la guerre et surtout dans l'Holocauste, parce que nombreux sont les pays qui ont aussi contribué à l'Holocauste. Et donc, est-ce que tu vois une actualité, l'émergence de l'AfD aujourd'hui à l'Est, où il semblerait qu'il sortira premier parti aux élections de septembre qui vont se dérouler notamment en Saxe, avec le fait qu'il n'y a pas eu cette... il y a une expression allemande, Aufarbeiten, je ne sais pas comment on le traduit en français. Il y a Vergangenheitsbewältigung, Geschichtsaufarbeitung, Erinnerungsarbeit, Erinnerungskultur. Je ne sais pas s'il y a le vocabulaire en français. En fait, c'est de non, mais travailler le passé et se l'approprier et le dépasser. Enfin, en anglais, c'est coming to terms with the past. C'est ça le Vergangenheitsbewältigung. On n'est pas une traduction française. Voilà, mais en français, en fait, gestion du passé. C'est comme ça que je traduirais. Mais les historiens internationaux utilisent le terme allemand, Vergangenheitsbewältigung. Vergangenheitsbewältigung, comme ça. Donc c'est de l'art de surmonter son passé. On avait prévu ensemble que tu lises encore 2 extraits. Peut-être que on est presque en retard. Donc peut-être est-ce qu'on peut parler de ton enquête côté maternel. Oui. Ta maman qui est là. Car tu t'es aussi intéressée au travail de mémoire de la France qui a été beaucoup plus tardif que celui de l'Allemagne. Et puis peut-être terminer par un dernier extrait qui montre toute l'actualité des amnésiques, avec un petit passage chez des gens fort peu sympathiques qui ont tenu un congrès, mais qui là aussi quand on le lit on dit non. Je vais peut-être juste répondre à la question précédente sur l'AfD en Allemagne de l'Est. Parce que par l'extrême, on y revenait aussi. Voilà, bon, on va y revenir aussi, mais effectivement, pour moi, c'est une des raisons, mais seulement une des raisons, c'est que le travail de mémoire n'a pas été fait en RDA, et ce qui explique en partie aujourd'hui aussi pourquoi l'AfD à 2 fois plus fort à l'Est qu'à l'Ouest, peut-être même davantage. Mais cela ne doit pas faire oublier qu'à l'Ouest aussi, malheureusement, l'AfD maintenant, dans les dernières élections, a eu autour de 10, 11, 12% des voix. Donc de toutes les manières, je pense qu'il faut se poser la question peut-être une réforme de cette Vergangenheitsbewältigung, ce travail de mémoire, repenser le travail de mémoire, mais on pourra en reparler à la fin. Et oui, alors évidemment, comme ma famille est aussi une famille française, à un moment donné dans le livre, mon père rencontre ma mère. Et cette rencontre se fait dans les années 60 et c'est comme ça que j'ai demandé à ma mère en fait ce que elle dans les années 60 en fait elle savait du régime de Vichy et de la déportation des Juifs. Et dans les années 60 elle savait pas grand chose alors qu'elle vivait près du camp de Drancy.
Donc tous les matins, tous les jours, en se rendant à la Sorbonne, elle passait non loin de Drancy et elle savait pas ce qu'était Drancy. Et là aussi, c'était symptomatique de cette société française qui va jusque dans les années 70, jusqu'à ce que Robert Paxton, en 1972, je crois, publie un livre. Eh bien, on va plus ou moins vouloir croire que la France avait été résistante en majorité. Et ce qui est étonnant quand même du côté de ma famille maternelle, c'est que mon grand-père était gendarme sous Vichy. Donc, bon, il y a quand même aussi là une espèce d'héritage. Et il y a j'ai retrouvé très peu de choses sur mon grand-père. C'était vraiment un tout petit pion dans la machine, mais je suis quand même allée dans le village où il était en poste, en Bourgogne, pendant la guerre, en me demandant ce qu'il avait fait dans ce trou paumé de Bourgogne pendant la guerre. Et oui, il se trouve qu'en fait, ce village, c'est pas n'importe quel village, c'est un village qui se trouve exactement sur la ligne de démarcation. Et côté France Libre. Donc, je peux que spéculer, mais j'imagine que l'une des fonctions de mon grand-père, c'était de surveiller donc les clandestins qui passaient la ligne de démarcation. Donc parmi ces clandestins, des résistants et des juifs. Et donc là aussi, je me suis posé la question de sa responsabilité. C'est le cœur du livre, c'est quand même la responsabilité. Évidemment, il faut aussi se mettre dans cette époque, revenir dans cette époque. Qu'est-ce qu'il était possible de faire? Est-ce qu'il était possible de dire non? Est-ce qu'il était possible de résister sans risquer sa vie? Et mon père m'a dit qu'une des raisons pour lesquelles il a commencé à confronter son père à la fin des années 50, c'est qu'un prof à l'école, ce qui était vraiment rare à l'époque, a dit que lorsqu'il était soldat sur le front russe, il a refusé d'exécuter un soldat soviétique, un prisonnier soviétique. 3,5 millions de prisonniers soviétiques sont morts pendant la guerre, exécutés ou à cause des conditions détestables dans lesquelles les Allemands les retenaient prisonniers. Et donc il a refusé d'exécuter ce soldat soviétique, donc il a désobéi. Et il lui est rien arrivé. Et il a dit en classe qu'en fait, on pouvait refuser d'exécuter des soldats soviétiques sans être puni. Et effectivement, les historiens n'ont trouvé, je crois, trace jusqu'à présent que d'un seul cas de soldat qui était exécuté parce qu'il avait désobéi et refusé d'exécuter quelqu'un. C'est aussi le cas pour l'exécution de juifs, dans le cadre de la Shoah par balle. On pouvait, en tant que soldat, refuser d'exécuter un juif ou un soldat soviétique. Voilà, donc ça, c'est des questions qui jalonnent le livre, cette question de responsabilité personnelle. Et dans le cas de la France, dans les années 80-90, un grand intérêt, là, il y a eu un grand intérêt pour Vichy et pour ce passé-là. Et la France s'est enfin réveillée de ses 30 années d'amnésie. Chirac a enfin reconnu, c'était en 95 je crois, donc vraiment tard, que Vichy c'était bien la France, enfin tout le monde l'avait compris, mais et donc ce travail-là sur la honte de Vichy, il a été fait en France. En revanche, ce qui a moins été fait, c'est ce travail d'identification avec le persécuteur de la population, avec les Mitläufer, avec les auteurs de crimes. Ça a moins été fait, c'est-à-dire on s'est moins intéressé à l'attitude de la population en France. Donc on est toujours très prompt en France à accuser son élite, ses élites économiques et politiques. En revanche, la remise en question de la société, à mon sens, n'a pas eu lieu. Et c'est pour ça, c'est la thèse aussi du livre, que je pense qu'on a malheureusement en France manqué une occasion, à travers le travail de mémoire, d'ancrer davantage la démocratie dans la société.
On va laisser tomber le 4e extrait, donc vous le lirez vous-même. Donc, il était l'extrait léger de la soirée où Géraldine racontait son côté franco-allemand. Donc, je me dis, on en ajoutera un petit peu de légèreté, 299-300 quand vous le lirez. Et donc, parce que je pense important que vous posiez des questions, et ça me paraît d'autant plus important que j'ai beaucoup suivi les questions qui ont été posées à Géraldine de part et d'autre du Rhin, et c'est très intéressant évidemment de voir qu'elles sont très différentes, notamment dans la presse, c'est très frappant. Et donc, on va terminer par l'extrait qui montre combien les amnésiques est utile et actuel, donc sur ce fameux congrès de 2018, c'est ça ? En fait, j'ai voulu tirer le fil jusqu'à aujourd'hui pour montrer à quel point cette histoire est d'actualité, premièrement, et deuxièmement, à quel point en fait la mémoire peut nous aider aujourd'hui. C'est aussi un livre qui, pour moi, s'adresse aux plus jeunes générations, qui parfois sont vraiment lasses de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, du Troisième Reich et de Vichy, pour leur montrer qu'en fait... Pardon, et ce qui est très frappant, c'est les jeunes générations de jeunes Allemands. Les enfants de mes copains allemands, c'est très impressionnant parce que parfois ils disent des choses complètement désinhibées en écoutant des personnes comme Kurz, etc., qui paraissent sympathiques et qui font bondir leurs parents. Et j'ai fait quelques interventions dans des écoles et les profs m'ont souvent dit c'est ça ce qui intéresse en fait les jeunes aujourd'hui, c'est de faire le lien entre aujourd'hui et avant. Pour comprendre en fait quelle est la pertinence et comment on peut s'en servir aujourd'hui. Le 3 mars 2018, à l'entrée du village autrichien d'Eistersheim, un château d'eau encadré de 4 tourelles posé comme un mirage sur une eau glacée semble attendre des invités de marque. Un panneau annonce « Congrès des défenseurs de l'Europe » « Kongress der Verteidiger Europas ». Je tressaille légèrement lorsqu'une hôtesse me demande mon nom en vérifiant sur une liste. J'ai bien mon carton d'invitation pour lequel j'ai payé 48 €, mais je crains que les organisateurs, qui ont spécifié sur le site internet que seule la presse amie était invitée, n'aient cherché mon nom sur internet. Je ne suis pas venue couvrir l'événement pour un journal, mais je doute que mon profil plaise ici, où prévaut la formule « qui n'est pas avec nous est contre nous ». On me laisse entrer dans la large cour de l'imposante bâtisse et je gravis un escalier extérieur menant à une galerie en arcade qui borde le premier étage. Je prends place parmi un parterre d'environ 300 personnes. Alors, j'ai passé la journée à ce congrès, il faut que je résume, sinon ce sera trop long. C'est un congrès en fait d'extrême droite européenne. Était représenté le FPE autrichien, l'AfD, des think tanks d'extrême droite, aussi d'Europe de l'Est, des amis de Donald Trump, des amis pro-Poutine. Et j'ai passé la journée à écouter des discours. C'était évidemment une journée assez pénible, comme vous pouviez l'imaginer. Pour prendre l'air, je me promène sous les arcades du château. J'entre dans des salons en enfilade où des éditeurs et des organisations présentent leur travail sur des stands. Un éditeur vend des manuels d'utilisation d'armes à feu. Il m'interpelle. Être violé, ça peut détruire une vie. Tout est bien expliqué, regardez, il y a même des détails illustrés sur l'art de tuer d'une balle dans la nuque. En effet, le dessin du contour d'une tête humaine de profil explique où il faut tirer pour viser le point névralgique. D'autres stands proposent des magazines dont les unes annoncent « Complot contre la Russie », une campagne médiatique de gauche. Plusieurs couvertures vantent une interview avec Alexander Gauland qui co-préside l'AfD. Je feuillette des catalogues de maisons d'édition présentes. On y trouve les titres suivants « Anthropologie de l'Europe, race, évolution, comportement ». Beaucoup d'ouvrages d'histoire aussi. « Bolchevisme juif »,« Les Autrichiens sous le feu », Tragédie de la bravoure. Le jeune Hitler, correction d'une biographie. Certains éditeurs proposent des accessoires, médailles, tasses, montres, t-shirts, dont les messages et les illustrations rendent hommage à la marine de guerre, au régiment de parachutistes,
à la Wehrmacht. Il y a même des bouteilles d'alcool au nom évocateur. Gouttes de la Wehrmacht. J'hésite à acheter une tasse où l'on voit la silhouette d'un soldat allemand armé devant la tour Eiffel et ce message. Salutations de Paris. J'achète finalement un livre intitulé Lavage de caractère, la rééducation des Allemands et ses conséquences. C'est en quelque sorte l'opposé de mon livre, un plaidoyer contre la dénazification, alors que les Allemands avaient tant de caractère avant 1945. Un parfum de révisionnisme hante ce congrès. C'est le même parfum qui flotte quand Marine Le Pen affirme que Vichy n'est pas la France, que les députés du FPE refusent d'applaudir le discours de commémoration de la Nuit de Cristal, ou que Matteo Salvini cite Mussolini le jour de l'anniversaire du Duce. Entre-temps, il a fait pire. Il a donné un discours depuis un balcon où Mussolini aimait regarder les exécutions. C'est le même parfum de révisionnisme qui flotte quand la Hongrie de Viktor Orban rend hommage à l'amiral Horthy, donc pro-Reich pendant la guerre, et à des écrivains fascistes. Quand la Pologne vote une loi interdisant d'attribuer une responsabilité à la nation ou à l'État polonais dans les crimes nazis. L'odeur est la même lorsque le président de l'AfD, Alexander Gauland, réclame le droit d'être fier de la performance de soldats allemands lors de la Seconde Guerre mondiale, ou qu'Hitler et les nazis ne sont qu'une fiente d'oiseaux dans plus de 1000 ans d'histoire allemande glorieuse. Ces hommes diffament l'identité allemande à laquelle le travail de mémoire a grandement contribué. Ils anéantissent le travail difficile et souvent douloureux mené par des millions d'acteurs et la société allemande qui ont œuvré pour se libérer des racines du mal. Ils veulent défaire ce qui fait la force de l'Allemagne et que le monde entier lui envie. Si l'on tire un trait sur le passé, c'est cet héritage-là qu'on mettra en danger. Cette vigilance face aux répétitions d'engrenages meurtriers, face à l'apathie et au Mitläufertum. C'est cet éveil démocratique qu'on met en péril pour les prochaines générations. Je pense effectivement que c'est peut-être un bon mot pour terminer cet entretien incroyablement saisissant, mais Géraldine Schwartz a encore ajouté quelque chose. Vous pouvez évidemment continuer à parler avec Géraldine Schwartz et aussi avec Sabine Sifus-Arnaud autour d'un verre. Je vous remercie déjà. Je laisse le dernier mot à Géraldine, mais je vous remercie pour cette soirée vraiment passionnante, saisissante, sur des sujets extrêmement important, surtout en ce moment. Et je remercie vous d'être venu. Et dernier mot donc à Géraldine. Oui, non, il ne s'agit effectivement pas de transmettre la culpabilité. Moi aussi, je plaide pour une mémoire positive. Et pour moi, la mémoire positive, c'est la mémoire après la guerre, c'est-à-dire la construction de la démocratie et le fait que ce continent ait quand même réussi à vaincre deux totalitarismes en 1945 et en 1989. Et donc, j'essaye aussi dans mon livre de déplacer le curseur pour qu'on parle aussi de cette construction-là et pas seulement des ruines sur lesquelles cette construction a eu lieu. Donc pour la mémoire positive.